Je suis en compagnie de Gérard Garouti, qui a écrit et mis en scène une pièce de théâtre qui s'appelle Chaim à la lumière d'un violon. Gérald, bonjour. Bonjour Roger. Si tu préfères, on peut se tutoyer puisqu'on se connaît depuis longtemps. Et avec plaisir. De telle façon que cette interview puisse se passer dans les meilleures conditions. Est-ce que tu peux nous parler de cette pièce de théâtre que tu as toi-même écrite et composée? Bien sûr. Chaim à la lumière d'un violon raconte une histoire authentique, l'histoire de Chaim Lipski, qui est né en Pologne dans les années 20 à Łódź, dans une famille juive ouvrière de 7 enfants, et qui sans doute allait devenir, après, comme son père, ouvrier. Et Chaim a une passion absolue de la musique. Et il s'est retrouvé à saisir des bribes de morceaux de musique klezmer dans la rue, à avoir cette espèce de passion, à avoir une oreille, à reproduire tous les morceaux. Et donc, il s'est même infiltré aux orchestres de musique classique, aux concerts, si bien qu'il a commencé à apprendre d'abord la mandoline, ensuite le violon, et il était parti pour faire sans doute une carrière de musicien, ce qui, dans son milieu, était assez extraordinaire en ce sens. Jusqu'à ce que survienne l'invasion allemande. Et toute la population juive de Łódź s'est retrouvée enfermée dans le ghetto de Baluti, et là, Chaim a survécu grâce à son violon. À la fois matériellement et spirituellement, c'est ce qu'il a fait vivre, c'est ce qu'il a tenu. La moitié de sa famille a disparu. Et moi, j'ai assisté à la pièce de théâtre que j'ai énormément appréciée. Il est à remarquer quand même que la musique, que le violoniste prend une très grosse part dans cette pièce, qui est avant tout aussi bien... il y a de la narration, puisqu'il y a quelqu'un qui raconte l'histoire de Chaim, mais tout ça derrière une certaine musique où on est pris aussi bien par la tête que par le cœur. Absolument, tu as tout à fait raison de le mentionner. La musique est essentielle dans le spectacle parce qu'elle elle est essentielle dans la vie de Chaim, très justement, et elle l'est d'autant plus que quand Chaim a été envoyé à Auschwitz, est arrivé à Auschwitz, il a été mis dans l'orchestre du camp, et c'est ce qui lui a permis de survivre alors que tout le monde autour de lui disparaissait. Et à la fin de la guerre, Chaim a réussi à s'enfuir, et là, après avoir passé du temps en camp de réfugiés, il a complètement arrêté la musique, qui était à la fois sa passion, sa vocation, qui était sa survie. Mais qu'il a quand même transmise à sa famille, à ses enfants, à ses petits-enfants, puisque, si j'ai bien compris, le violoniste est son petit-fils. Son petit-fils. Qui est d'ailleurs extraordinaire. C'est sa violoniste hors pair, sa virtuose, enfin je ne sais pas quoi dire, mais il est vraiment magnifique. Il joue dans le monde entier, ce violoniste. Alors parle-nous un peu de ce violoniste. Tu as raison, tous les descendants de Chaim, enfants et petits-enfants, sont des musiciens internationaux qui jouent dans le monde entier. Et effectivement, dans le spectacle, c'est le petit-fils de Chaim Lipski, qui s'appelle Naaman Slushin, qui est un violoniste franco-israélien extraordinaire, qui représente l'histoire de son grand-père. Alors, justement, tu m'interroges sur Naaman. Cette histoire est née, ce spectacle est né plutôt parce que la fille de Chaim... Mais quand même, Naaman, c'est un nom, j'ai l'impression, israélien. Oui, absolument. Puisqu'il c'est lui-même qui a changé de nom, qui est devenu Lipski. Ah non, Lipski, c'était le nom d'origine. D'accord. Et sa fille a épousé Slushin, donc elle s'appelle donc Shifra Slushin. Et donc cette femme, la fille de Chaim, avait vu 2 spectacles que j'avais faits, Richard III et un autre, et elle m'a contacté, elle m'a dit j'aimerais que vous racontiez l'histoire de mon père. Puisque tu y es, parle-nous quand même un tout petit peu, puisque tu as ouvert la parenthèse de toi-même, pour qu'on sache de quelle façon ça a été écrit, etc. Oui, alors, ça a été écrit d'abord par un travail de recherche. C'est-à-dire que la fille de Chaim m'a demandé de raconter cette histoire, et pour la raconter de la manière la plus juste possible, il fallait faire toute une plongée dans la vie de Chaim. Il fallait faire des entretiens avec lui, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, faire des recherches historiques, faire un travail qui m'a pris au total 3 ans et demi d'élaboration, non seulement de recherche, mais aussi de recherche musicale. Parce que
la musique, comme tu le disais, est essentielle dans la vie de Chaim. Il a transmis la musique à ses petits-enfants. D'ailleurs, Chaim a aujourd'hui 90 ans, il est vivant, il est parfois venu voir le spectacle. Il était au spectacle lorsque j'étais là jeudi dernier. Absolument, il était là, tu l'as vu. Un petit monsieur qui arrive encore à se baisser presque jusqu'au sol et à toucher le sol avec ses mains. C'était extraordinaire de le voir monter sur scène. Pour saluer. Exactement, puisqu'il était à Paris en ce moment. Et donc, Chaim a une grande fierté, c'est la transmission de la musique. C'est d'avoir transmis la musique. Et Chaim ne dit pas grand-chose sur certains épisodes. Sur Auschwitz, Chaim dit une seule phrase, « J'en suis parti ». C'est la seule chose que Chaim à propos de paroles, j'ai retenu ce qui a été dit dans la pièce de théâtre, qui ne savait plus parler que deux langues, le yiddish et le silence. Oui. Phrase qui m'a paru extraordinaire, et je voudrais que tu en dises quand même deux mots. Cette phrase m'a paru essentielle, tu la pointes et tu as raison, parce qu'elle concentre vraiment pour moi ce qu'aura été la musique par la suite pour Chaim, pendant cette période et après, c'est-à-dire une sorte de troisième voie, VOX, c'est-à-dire il y a le yiddish, qui est la langue du Yiddishland qui a été détruit, dont il ne reste malheureusement que des bribes qui vont être un peu transmises. Il y a le silence de tous ceux qui n'arrivent même pas à dire. Et que peut-on dire? Alors, il y a le témoignage indispensable, il y a un devoir de mémoire, mais de toute façon, et en particulier que ce soit au théâtre ou au cinéma, on ne pourra jamais représenter ce que ça a été. On est toujours à un millionième. Et donc, il y a cette force du silence, cette force du yiddish, cette force de la transmission, et la musique qui a pour rôle de raconter cette histoire. C'est-à-dire que... Mais quand même, dans la parole, j'ai l'impression qu'il a remplacé quand même le silence ou le yiddish par l'hébreu. Puisque... Après, tu as raison. Après, c'est qu'au moment précis où cette phrase est prononcée, il vient de quitter les camps, il n'est pas encore en Israël, il n'a pas encore fait son aliyah. Oui, il y a eu un passage où on racontait qu'il devait partir aux États-Unis, qu'il a fait son dossier, que le temps que ça vienne, ça tardait, puis partait. Il a décidé quand même de partir en Israël. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, et de devenir un pionnier. Donc pour te répondre sur cet enjeu de la musique, il fallait aussi que toute la musique raconte sa vie. Parce que, et c'est l'un des paris du spectacle, dans la mesure où il y a de l'indicible, il y a des choses qu'on n'arrive même pas à dire, à raconter. On transmet, on raconte. Oui, l'ineffable, oui. Exactement. Mais il y a aussi la manière dont la musique, par l'émotion, par l'évocation, permet de nous faire ressentir, de nous faire voyager. Et c'est pour ça que j'ai passé tout ce temps avec les 4 musiciens qui sont exceptionnels. Tu l'as dit, il y a le violoniste, mais il y a également l'extraordinaire pianiste Dana Chakravarti. Oui, je voulais en revenir, mais avant d'arriver aux musiciens eux-mêmes, je voudrais rester sur la qualité de la musique et sur le contenu de la musique que j'ai entendu dans cette pièce de théâtre, qui était quand même une musique accessible à tous, puisqu'il y a un mélange très équilibré de musique classique et de musique klezmer. Et à aucun moment on est perdu. Moi qui ne suis pas comment dirais-je, dans la musique classique, quelqu'un qui court vraiment après, j'ai pas été perdu, puisque tous les morceaux qui ont été choisis, je crois les avoir entendus et connus depuis toujours, et ce qui m'a permis d'avoir ce passage musical qui ne m'a pas obligé à m'éloigner du texte qui lui est fait et dit, mais c'est pas lu, mais raconté par cette narratrice exceptionnelle qui est une demoiselle ou une dame de très grande qualité de narration. Oui, c'est vrai que la musique a une fonction de justesse historique et de récit dramatique, c'est-à-dire qu'elle raconte. Et c'est pour ça que quand tu dis il ne fallait pas se perdre dans la musique, il ne fallait pas que la musique soit inaccessible, il fallait au contraire qu'elle raconte. C'est-à-dire que tel morceau klezmer, la musique raconte. La musique raconte tel moment du Yiddishland, elle raconte le passage au ghetto, elle raconte la tentation des États-Unis avec Bernstein, elle raconte aussi la tikva, c'est-à-dire l'arrivée en Israël et la fierté d'être pionnier. La musique raconte. Et donc, elle n'est pas simplement un ornement, elle n'est pas du tout une décoration, elle est vraiment une part de l'action. J'ai écrit ce texte comme s'il y avait 5 voix comme une partition, c'est-à-dire la voix du texte et la voix musicale, les voix musicales qui se rencontrent. Et toutes ces musiques. C'est de la complémentarité totale. Voilà.
C'était l'enjeu. Et c'est pour ça que j'ai fait une trentaine de versions du texte et que je n'ai pas arrêté de changer pour trouver le point d'équilibre le plus précis possible entre le temps musical, le temps du récit, la complémentarité, qu'est-ce que raconte la musique, qu'est-ce que raconte le texte, comment tel silence intervient. Ça a vraiment été un travail d'écriture au sens large du terme, textuel et musical. Alors revenons à la pianiste, elle est aussi extraordinaire. C'est une virtuose et en même temps qu'une grande actrice. Comment est-ce qu'on arrive à être en même temps musicien et acteur? Parce qu'en fin de compte, c'est les musiciens qui sont les acteurs et c'est les acteurs qui sont les musiciens, et on en sort, on ne sait pas si on était dans un concert ou si on était dans une pièce de théâtre. Alors, c'est ce type de traversée des frontières aussi que j'ai essayé de trouver. Tu l'as trouvé. Merci, ça a été un long chemin. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, Dana, que tu évoques, la pianiste, qui est roumaine, qui joue dans le monde entier. Hein. Dana est en train d'enregistrer tout Schumann, elle fait des concerts à Saint-Pétersbourg, partout. Enfin, voilà, elle joue partout dans le monde. Bon. Et elle a cette grâce, cette espèce de magie. Eh bien, elle avait un désir de jouer. Elle n'avait jamais joué au théâtre. Hein. Et l'un des enjeux pour nous, ça a été de trouver la manière dont elle allait pouvoir raconter cette histoire sans devenir un personnage factice ou en suggérant, en évoquant, en étant dans des indications. C'est-à-dire qu'elle porte 3 figures de femmes. D'abord la mère de Chaim, ensuite une femme qui va sauver Chaim, et après la femme de Chaim. Donc c'est une figure d'évocation comme ça, et qui passe par la musique, et qui passe, tu l'as dit, par une forme de jeu. Bon. Mais elle a fait des duos avec chacun d'entre eux extraordinaires. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été que pianiste, elle a été accompagnatrice aussi des autres musiciens, et en particulier aussi le clarinettiste qui lui-même est une clarinette. Il est long, il est grand de taille, il est mince. Oui. Et il vit sa clarinette, il bouge avec sa clarinette. On ne voit plus la clarinette, on voit que lui, puis on entend de la clarinette. Alors c'est l'homme clarinette. C'est l'homme clarinette, Samuel Maquin. Et il a effectivement cette intensité-là, c'est vrai, et cette gestuelle-là. Et là, ce que tu pointes, c'est comment est-ce que, d'une certaine manière, les musiciens, par leur musique, par leur corps, par ce qu'ils dégagent, participent de ce récit. Et ce récit est bien plus que un témoignage sur la Shoah, c'est un témoignage de quelqu'un qui a survécu à Auschwitz, mais c'est aussi une parole sur comme la manière dont on peut survivre grâce à l'art. Comment est-ce que même au fond de l'horreur, la beauté peut sauver? Comment est-ce qu'on peut transmettre l'espoir? Comment est-ce qu'on peut transmettre la vie? Comment est-ce qu'on peut transmettre la mémoire? Comment finalement on peut, Chaim veut dire vie, transmettre cette forme de vie alors qu'on a été au cœur des ténèbres. Et c'est pour ça que ce qui pour moi était important dans le spectacle, c'est qu'il provoque chez le spectateur à la fois un bouleversement, une manière d'être profondément touché par cette vie. Il provoque aussi une admiration et une forme d'émotion par la musique, mais aussi de l'espoir, de l'enthousiasme, qu'on ait envie de vivre. Je suis absolument d'accord avec toi parce que je l'ai vécu, je l'ai ressenti, mais on ne va quand même pas oublier l'accordéoniste qui a pris une grosse place dans cette pièce, dans cette compagnie. Et quel est le choix d'un accordéon avec des instruments qui font partie pratiquement du classique, parce qu'on a vécu un grand moment de classique où l'accordéon prend aussi une place, et c'est hors du commun quand même. L'accordéoniste est un des instruments klezmer importants, puisque, comme à la différence du piano, on ne peut pas s'enfuir avec. Le violon et l'accordéon, on peut s'enfuir avec. En tout cas, c'est ce que dit le moi, j'ai ressenti que parfois, il prenait un peu trop de place. Oui, c'est vrai que Alexis Kuhn est un grand accordéoniste, donc il a tendance, comme son accordéon, à résonner. Ouais. Mais cela dit, cette place est souvent juste, parce que c'est un instrument klezmer par excellence. C'est un duo qu'il fait, les Mensch, avec Alexis. Oui, c'est une personnalité. Donc, aussi. C'est une personnalité. Il est grand, il est gros, il est fort, il vit son accordéon, on le sent. Chacun des corps des musiciens renvoie aussi à quelque chose, renvoie aussi à une... Voilà, il est très bon acteur d'ailleurs aussi. Oui, il a aussi... Il y a un enjeu d'évocation. Ça veut dire qu'on n'incarne pas, on suggère, on évoque par la musique, on évoque par la voix, on évoque par quelques images. Donc... voilà, cet enjeu de la composition, ça a été vraiment la rencontre entre la comédienne, les musiciens, les textes, les musiques, les formes de musique, les formes de transmission,
Et pour moi... Alors pourquoi juste Haïm à la lumière d'un violon et que deviennent, hormis le violon, les autres? Mais parce que le violon, c'est l'instrument de Haïm. C'est l'instrument qu'il a sauvé. D'accord. C'est l'instrument qu'il a joué au camp. C'est l'instrument qu'il a transmis à ses descendants. C'est l'instrument que joue Naaman, son petit-fils. Donc, il s'agit d'un destin singulier. Mais il a eu aussi une mandoline, hein, si je crois. Au début, il a une mandoline, tout à fait. Une mandoline qu'il n'a pas gardée. Oui. Après, c'est le violon. Dommage. Oui, j'ai bien on n'a pas compris. mis de mandoline. Et il a eu 2 fois un violon dans sa vie. Oui, Hein, il a eu un violon qu'il a acheté lui-même. oui. Et il a eu ensuite un second violon d'une dame qui l'a recueilli Il l'a sauvé, et oui. qui l'a sauvé Oui. et qui a reconnu en lui le musicien qu'il était et qui l'a aidé. Absolument. De toute façon, telle que j'ai ressenti cette pièce musicale, hein, leur empreinte, cette empreinte sur le corps de l'œuvre, elle est exceptionnelle. Et si c'était un autre groupe, ça ne rendrait pas la même chose. Très juste. Ça a vraiment été fait sur mesure pour ces musiciens, pour ce type de rencontre-là, ce type de groupe. La comédienne nous a rejoints il y a quelques mois seulement, mais c'est un travail qui a été fait de manière très organique, en symbiose, parce que c'est un destin exceptionnel et qu'il fallait le rendre en étant à la fois sobre, en évitant le pathos, l'indécence, mais en étant le plus juste, c'est le cas de le dire en musique aussi, en étant dans une justesse. Tu évoquais la complémentarité texte et musique, on a parlé des différentes figures et la manière d'évoquer par les musiciens, et là tu faisais hors antenne un commentaire très intéressant que je veux bien que tu refasses. Je vais revenir en espérant que je pourrai le répéter avec la même ferveur que tout à l'heure, parce que vraiment je suis un fervent de cette pièce, comment je vais dire, cette pièce de narration et de mélange de musique où la musique prend une place énorme, on en ressort plein de musique, on en a plein les oreilles et plein les yeux. Et l'histoire est derrière cette musique, puisque la musique existe pour faire exister l'histoire de Haïm et de sa vie et de l'abîme historique duquel il est sorti. Pour revenir vers la musique, donc c'est un tout, c'est un duo qui n'en fait plus qu'un, et où la narration, grâce à la narratrice et grâce aux musiciens et grâce à cette équipe extraordinaire, nous a transmis, et on en sort, tel que moi j'en suis ressorti avec mon épouse d'ailleurs, plein, et les gens qui sont autour n'ont pas cessé d'applaudir. On était tous en stand-up jusqu'à temps que les bras s'en sont tombés et les pommes des mains rougies. Écoute, j'espère qu'il reste des bras pour continuer à se battre, et je sais que tu te bats ici à Radio Shalom et dans d'autres contextes. Et donc c'est pas la même bataille. Nous, on se bat pour l'information, pour la défense de la communauté, pour la défense d'Israël et de tout ce qui peut sortir autour de la communauté pour soutenir et pour faire avancer la communauté française que nous sommes, combat est connu et Israël en particulier. Je salue ce combat, et c'est aussi, pour moi, c'est pour ça que Haïm était un spectacle important à faire, et qu'il a été à certains égards pour moi. Alors tu as dit que j'étais auteur-compositeur, j'en suis très touché, parce que compositeur au sens musical du terme, je ne suis pas, je suis juste musicien, mais c'est vrai que j'ai voulu vraiment composer un spectacle, et que la mise en scène, et tu as raison de le dire comme ça, une forme de composition. Mais je ne vais pas dire aux musiciens... C'est une composition, je l'ai vécu comme ça. Tu as été même, à travers ta composition, j'ai ressenti un chef d'orchestre, puisque une pièce comme celle-là, qui est en même temps musicale et en même temps narration, elle raconte une histoire, pas en musique, mais en parole, avec quelqu'un qui raconte l'histoire de Haïm, et de ce violon et de cette musique qui a pu lui sauver la vie, même si c'est en accompagnant malheureusement des dizaines de milliers d'hommes, et où il a eu l'histoire de ceux qui iront le voir, l'entendront, à faire des besognes les plus viles et les plus dures, et qui ont dû le poursuivre pendant chaque minute de ce qu'il a dû avoir. On en ressort en même temps comblé, mais en même temps touché par cette histoire qui est en même temps de la mémoire.
Bien sûr, c'est un enjeu de mémoire. Et lorsqu'il y a eu des anciens rescapés du ghetto, de Lodz ou d'Auschwitz qui ont vu le spectacle et qui m'ont dit ça s'est exactement passé comme ça, j'ai su que là je n'avais pas trahi et qu'en termes de mémoire, la mémoire passait. Et c'est vrai que tu évoquais le public à la fin du spectacle. Nous avons tous les types de publics, tous les âges, des plus jeunes aux plus anciens. Certains ont connu ces événements-là et tous. Tout à fait. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux, j'ai vu des Ashkénazes, j'ai vu des Sfarades, j'ai vu des non-juifs. Oui, avec qui moi-même j'ai parlé. Oui, et qui m'ont dit qu'ils avaient entendu parler de cette pièce et qui venaient il y a tous les types de publics. Je fais ce spectacle pas seulement pour les juifs, parce que sinon on s'enferme, on se ghettoise. Justement. Alors je fais ce spectacle parce que ça questionne l'humanité. C'est un spectacle sur un destin particulier, bien sûr. De toute façon, c'est le témoignage de Chaim Lipski et de ses enfants, bien sûr. À travers cette histoire qui les a criblés. Bien sûr, et que cette histoire interroge l'humanité entière. La Shoah interroge l'humanité entière. Elle concerne une communauté particulière et elle concerne l'humanité en même temps. Donc, à travers ce destin, c'est aussi comment est-ce qu'un homme peut, grâce à l'art, survivre et transmettre. Et c'est évidemment cette vie du Yiddishland qui a été engloutie, dont on a ici des échos. Et j'ai vu des gens qui la voyaient pour la 2e et 3e fois. Oui, ben c'est une chose aussi, pour moi, est vraiment heureuse, c'est que ce spectacle génère sa transmission. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois qu'en sortant d'un spectacle, il y a des gens qui nous disent « je vais revenir, je vais en parler, je vais faire venir des gens ». Et comme le cœur du spectacle, c'est la transmission, eh bien, pour moi, c'est vraiment essentiel. Eh bien, mon cher ami Gérald Garouti, le temps passe très vite. Nous avons déjà parlé ensemble pendant une demi-heure de cette pièce qui est Chaim à la lumière d'un violon, qui passe encore du 29 janvier au 3 juin. Pour ceux qui auront la chance de trouver encore des places, courez, allez-y. Et profiter d'un spectacle et d'instruments et d'instrumentistes musicaux exceptionnels. Merci Gérald et à la prochaine. Je rends l'antenne. Merci beaucoup Roger.